Bonsoir, goedenavond, welcome to the palace, welcome to this first screening of our Club 35 program. C'est une grande joie de vous voir si nombreux pour ce premier numéro donc, de cette saison. On vous montre Magnolia ce soir. C'est l'occasion en fait de fêter un anniversaire, l'anniversaire de Cinéar, qui est un distributeur très important ici en Belgique, qui fête ses 50 ans, et c'est un film qu'ils ont sorti ici en Belgique en 1999. Pour vous présenter le film, on a la chance, l'honneur et le privilège d'avoir nos amis Fabrice Duels. Vous pouvez l'applaudir. Scénariste, réalisateur et grand cinéphile, et Jean-Pierre Versker, historien des techniques du cinéma. Bonsoir. Quelle salle. Vraiment, hein, on est content. La dernière fois qu'on avait contents. Une salle comme ça, c'était pour Citizen Kane, je pense. Oui, c'est vrai. Ouais. Enfin, non, on en a eu plein d'autres. Hein, mais bondé comme ça, jusqu'à la gueule, non. Citizen Kane. Pour Club 35, oui. Ouais. Mais... Ah oui, non, bien sûr. Non, on a tout le temps. Fabrice. Oui, alors, plein de choses à dire sur ce film. Bon, le film fait 3 heures. Attention, on n'a que 3 heures. Oui. D'abord, j'aimerais parler de Paul Thomas Anderson. Avant qu'il devienne le super auteur que l'on connaît tous aujourd'hui, il y a eu un vrai changement qui s'est opéré à There Will Be Blood. Quand il fait ce film, il a 28 ans. C'est son 3e long métrage. Il a fait Art 8 en 1996. Il fait quelques années plus tard Boogie Night. Art 8 qui est un néo-polar très modeste. Et Boogie Night qui est une vraie déflagration. Les gens de ma génération s'en souviennent. Boogie Night, c'est vraiment un moment où on va au cinéma, on découvre quelque chose et on voit un auteur. On voit quelqu'un qui est très jeune, il a 25 ans, 26 ans à l'époque, il fait un film incroyable, très scorsésien, avec une amplitude folle, une écriture incroyable, qui convoque autant Scorsese que Kalatozov. Hein. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est profondément épris et amoureux du cinéma, mais qui a aussi un sens dramaturgique, quelque chose qui est vraiment formidable, une écriture et une vista. Il fait ce film. D'abord, on vient le chercher. C'est New Line, qui est un studio indépendant très important aux États-Unis, qui lui donne une carte blanche. Ils vont le voir, ils lui disent, voilà, on te donne, je crois que c'était entre 15 et 20 millions, tu fais le film que tu veux. Paul Thomas Anderson, à l'époque, veut faire un film choral, mais intimiste. On en est loin. Il a une famille de comédiens, déjà à l'époque, une famille très fidèle, même si c'est son 3e film, son troisième film. Il y a Philip Baker Hall, qui joue dans Art 8, double mise en français. Il y a Philip Seymour Hoffman, il y a Julianne Moore, il y a William H. Macy, et j'en passe. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont très, très fédérés au travail de Paul Thomas Anderson et qui voient en lui un futur grand metteur en scène. Mais il y a la providence qui s'en mêle. À un moment donné, il reçoit un coup de fil d'un acteur incroyable, Tom Cruise, qui lui dit, qui est assiégé en Angleterre, enfin qui est mis à résidence en Angleterre par Kubrick, parce qu'il est en train de tourner Eyes Wide Shut. Eyes Wide Shut avec sa femme de l'époque, Nicole Kidman. C'est une parenthèse dans leur vie, dans leur carrière de 2 ans. Vous imaginez immobiliser Tom Cruise et Nicole Kidman pendant 2 ans, c'est complètement improbable aujourd'hui. Pourtant, à cause de l'aura de Kubrick, ils sont assiégés à résidence. Et Tom Cruise lui dit, moi, je fais un film avec toi quand tu veux. Lui, il a 28 ans. Il se dit, mais ça, je ne peux pas rater. Et il écrit le rôle de Frank Mackie pour Tom Cruise. Qui a vu le film ici? Qui n'a pas vu le film? Ouais, quand même, il y a plus. Une moitié, quoi. Bon, alors, je ne vais rien dire. Vous allez voir, vous allez découvrir un Tom Cruise comme vous ne l'avez jamais vu. C'est une période très particulière dans sa carrière. C'est un moment où il veut vraiment faire des films d'auteur. Et là, il a eu le nez creux. D'ailleurs, il a eu un Golden Globe. Et bon, il n'a pas eu l'Oscar. L'Oscar lui échappera probablement toute sa vie. Mais il aura l'Oscar d'honneur, hein, c'est sûr. Mais il est absolument incroyable. Alors, on s'en souvient tous. Le film, vous allez le voir, est inoubliable dans sa démesure parce que c'est une tragédie. C'est une tragédie au stricto sensu, c'est-à-dire que c'est unité de lieu. Donc on est sur Magnolia Boulevard à Hollywood, qui est une rue très, très importante.
On est unité d'action, l'action est continue, et unité de quoi? De temps, d'action, de lieu, Il y a les 3 unités qui sont réunies ici pour vraiment faire une tragédie impeccable. Mais c'est aussi une tragédie parce que les personnages sont tragiques. Ce sont des personnages qui sont rongés par leurs démons, par un destin qui les accable, et qui sont en opposition réellement avec des pères monstrueux. Aujourd'hui, on dirait des pères toxiques. Et là, vous verrez à quel point c'est assez flagrant, l'opposition entre les fils et leur père, ou les filles et leur père. C'est assez troublant. C'est aussi un film qui convoque le passé. Le passé, on croit qu'on en a fini avec le passé, mais le passé n'en a pas fini avec nous. Ici, vous verrez que le passé est un fardeau pour la plupart des personnages et que le présent est un châtiment, en tout cas pour les pères. C'est un film qui est une tragédie stricto sensu, mais c'est aussi un mélo musical, un mélo lyrique, où la puissance, il est construit comme une symphonie. C'est un film qui a une dimension musicale très très importante. Il est pensé presque comme l'écriture d'une symphonie. Emmeman, qui écrit les chansons, vraiment écrit les chansons du film. Vous verrez, il y a des contretemps musicaux qui sont absolument prodigieux. Le film adopte cette dimension lyrique, une dimension qu'il ne retrouvera absolument plus jamais. Hein. Mais on va parler de ça après. Je sais que je n'ai pas 3 heures, mais c'est très intéressant dans la carrière, en mise en perspective de la carrière de Paul Thomas Anderson, ce film. Parce que c'est un film qui a été très, très critiqué à l'époque. Aujourd'hui, plus personne conteste le film, mais à l'époque, les cahiers du cinéma comparaient ce film à un soap-opéra. Ils disaient que c'était vraiment impossible, imbitable. Enfin, la grande presse française, là, qu'on connaît tous, a descendu le film, véritablement. Donc, c'est un film, aujourd'hui, si on le voit en perspective, le lyrisme de Paul Thomas Anderson a muté, est devenu de plus en plus aride, de plus en plus mental. On le voit avec The Master, There Will Be Blood, et ses derniers films. On attend tous le dernier, une bataille après l'autre avec Leonardo DiCaprio, qui devait jouer le personnage de Mark Wahlberg dans Boogie Nights, mais qu'il a refusé. Donc voilà, la dimension musicale du film est très importante, très conceptuelle, parce qu'il y a vraiment une adéquation et une porosité complète entre la dramaturgie, les chansons et la composition de John Bryan. Vous allez voir à quel point tout est profondément organique. Et ensuite, on a le style Paul Thomas Anderson, qui est un style qui mute, qui change. Je voudrais juste vous dire quelque chose qui m'apparaît très important ici, c'est que Paul Thomas Anderson, encore une fois, a 28 ans quand il fait ce film. Son frère ennemi, ils sont amis profondément, Quentin Tarantino a pris une avance considérable sur lui. Il y a toujours une rivalité entre les deux. Tarantino a eu une palme d'or avec Pulp Fiction. Paul Thomas Anderson voit son aîné avec toujours beaucoup de rivalité, d'envie, de désir de cinéma. C'est 2 grands cinéphiles, les deux, vraiment. Croyez-moi, ça rigole pas. Et ici, effectivement, quand il fait Magnolia, le budget, à cause de l'intervention de Tom Cruise, passe de 20 millions à 37 millions. De 30 jours de tournage, on passe à 90 jours de tournage. L'emploi du temps des acteurs est complètement considérable. Et surtout, je pense que Paul Thomas Anderson, à un moment donné, veut faire un grand film, veut en mettre plein la gueule à tout le monde. Et il veut rattraper son frère ennemi. Il veut lui montrer que lui aussi, il peut faire des grands films. Bon, il fait un grand film, c'est sûr. Moi, j'ai vu le film à sa sortie en salle à l'époque. C'est un film que je connais bien, que j'ai revu beaucoup. Je l'ai revu beaucoup parce qu'encore une fois, j'aime beaucoup le travail, enfin, comme nous tous ici, le travail de Paul Thomas Anderson, mais il est encore plus fascinant de le voir dans la vision, la rétrospective de son travail, voir un petit peu comment tout ça a changé. Donc effectivement, le film a une ampleur monumentale en étant un film très intimiste. Le film s'est ramassé, malheureusement, ramassé, entendons-nous, mais le film n'a pas marché, même s'il a eu un ours d'or à Berlin, le film a quand même eu pas mal de difficultés financières. Pour terminer, je vais conclure. Ce qui est très étonnant aussi dans la perspective du travail de Paul Thomas Anderson, c'est que malgré tous les genres qu'il a pu aborder, il a tout abordé comme genre, toujours le film de genre, mais il aborde toujours à sa manière, de manière très très personnelle, c'est qu'il met toujours en scène, il y a un dénominateur commun, ce sont ces personnages. Ce sont des personnages qui sont rongés, qui ont des psychés malades et qui sont toujours en quête de salut. Bon, alors vous me direz, c'est quelque chose qui est commun à beaucoup de metteurs en scène.
ou de metteuse en scène. Mais ici, voilà, il y a quelque chose, il y a vraiment une cohérence parfaite dans les films de Paul Thomas Anderson. Il a fait 10 films. C'est exceptionnel comme parcours. Comme filmographie, c'est exceptionnel. C'est vraiment incroyable. Il y a Tarantino et il y a lui. On pourrait parler de Nolan, mais c'est autre chose. C'est déjà autre chose. Je trouve qu'en singularité et en personnalité, c'est vraiment deux grands metteurs en scène. Alors, je pourrais vous parler de ses références, de Robert Altman, qu'il adore. On pense beaucoup à Short Cuts ici. C'est presque un décalque. Il y a forcément aussi Sidney Lumet, Network, qu'il projette à son équipe, à toute son équipe, avant de démarrer le film, avant de démarrer le tournage du film. Mais voilà, je pense que je vais devoir la fermer. Ouais. Juste vous dire, voilà, ceux qui vont découvrir ce film, je vous envie parce que c'est vraiment un film extraordinaire. C'est un film qui n'a pas vieilli. C'est un film qui divise, mais qui provoque, qui provoque. Et ça, c'est salutaire, surtout par les temps qui courent. Donc, vive le cinéma et vive Paul Thomas Anderson. Jean-Pierre. Mais je pense que pour mettre en valeur le fond que tu viens de décrire, admirablement d'ailleurs, moi je ne saurais pas le faire, eh bien, Paul Thomas... Non, vous rigolez, mais... Jean-Pierre, arrête. Je ne saurais pas. Écoute, je ne saurais pas... Allez, tu viens de perdre 30 secondes, là, Jean-Pierre. Alors, en fait, vous allez découvrir le film au Club 35. La particularité du Club 35, c'est de vous montrer, dans la grande majorité des cas, des copies en 35 mm. Parce que Paul Thomas Anderson, une de ses particularités, c'est qu'il est réellement amoureux de l'esthétique que la pellicule peut rendre et de l'esthétique qui peut mettre en valeur son fond. Mais ça, c'est un point de vue de Paul Thomas Anderson. Eh bien, rien de tel dès lors que si on veut rendre hommage à son œuvre, revoyons le film comme il l'a voulu, en pellicule 35 mm, sur un grand écran de type cinémascope, le grand écran du Club 35. Alors, tu as parlé de films intimistes. Paul Thomas Anderson aime le spectacle cinématographique dans tous ses films. Mais comment conjuguer, comment marier une grande image qui crée un spectacle avec une dimension intime dans un film? Eh bien, c'est extrêmement difficile lorsque l'on tourne en Panavision pour écran large. Et une des particularités des films de Thomas Anderson, c'est que c'est aussi un directeur de la photographie. Et il sait comment maîtriser la difficulté de créer un climat intime lorsqu'on a une finalité pour écran large. Alors, dans le film que vous allez voir, c'est tellement bien maîtrisé que c'est presque un cours pour les directeurs de la photographie. Lorsque tout est net dans l'image, il demande au spectateur d'analyser le contenu, le contenu de l'espace scénique. Il faut tout voir dans l'image. Il y a des événements à droite, à gauche, en haut, en bas, partout. OK, tout est net, il faut tout voir. Lorsqu'on se trouve dans une séquence plus intime, seul le personnage qui demande votre attention est net, tout le reste est flou. Et j'aime autant vous dire que c'est un exercice extrêmement difficile. Et j'ai été voir sur Internet Movie Database le nombre de caméras Panavision et le nombre d'optiques qu'ils ont utilisées pour ce film, c'est impressionnant. Cela veut dire que le directeur de la photo a une maîtrise et une connaissance de tous les systèmes de prise de vue Panavision qu'ils ont utilisés dans ce film. Et le réalisateur, évidemment, il veut ça. En plus, il l'exige, puisqu'il est lui-même directeur photo. Dans Licorice Pizza, par exemple, il a assuré lui-même la direction de la photo. C'est pas évident du tout lorsque l'on tourne en Panavision avec une finalité écran large. Alors, c'est pas quelque chose qu'il faut expliquer au public. On le fait parce que c'est le Club 35. Et on le fait aussi parce que, je me répète, la particularité du Club 35, c'est de vous montrer les films dans leur forme originelle, comme il n'y a plus moyen de le voir aujourd'hui. Ne cherchez pas un autre endroit, il n'y a pas. Donc vous êtes privilégié lorsque vous... Non, mais je ne blague pas. Vous êtes vraiment privilégié lorsque vous venez découvrir une œuvre dans sa forme originelle. J'avais promis d'être bref. Je voudrais simplement vous dire que dans le film que vous allez voir, dans Magnolia, il y a réellement deux grandes familles de gestion de l'espace scénique, des séquences où
il y a un flou dans la profondeur de champ voulu, où il n'y a que le personnage principal qui est net, et donc vous n'êtes pas distrait par l'environnement, et les autres plans dans le film où vous pouvez tout regarder, vous devez tout regarder. Eh bien, c'est presque scolaire. J'ai presque envie de dire que c'est presque aussi fouillé que dans les films d'Hitchcock. Et tu parlais de deux autres réalisateurs, Christopher Nolan, Kubrick et Tarantino. Eh bien, ce sont en fait des réalisateurs qui appartiennent à un groupe qui, encore aujourd'hui, veulent tourner en pellicule et veulent exploiter au maximum l'esthétique bien particulière qu'offre le cinéma argentique. Revoir Magnolia en numérique, j'aime autant vous dire que vous passez à côté du fond. Vous ne passez pas à côté du fond, vous passez réellement à côté de la dimension que voulait le réalisateur. Eh bien, profitez de ces séances du Club 35 et nous vous concoctons, j'espère pour cette année, un très beau programme. Dernière chose, il y aura une interruption. Oui. Donc c'est un film de 3h08. Donc il y aura une interruption après 2 heures environ, très bref, le temps de recharger la machine. Donc on gardera les lumières éteintes, donc c'est pas un entracte. Le temps de changer la bobine, ça prend 2 minutes et on relance. Voilà. So there will be a switch of the wheel and it will last 2 minutes. So comme ça, vous devez rester là, quoi. Well, voilà, we need 5 minutes to change the wheel in the projector. Merci. Bravo, Fabrice, merci Profitez. Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Bon film.